Donc on reprend le cours de chapitre 1, introduction à Python. Et on s'était arrêté la semaine dernière aux opérateurs basiques au niveau de opérateurs d'identité. Donc on va reprendre le cours au niveau des boucles. Alors effectivement, on va distinguer deux types de boucles, les boucles for et les boucles while. D'accord, donc on va rentrer tout de suite un petit peu dans le détail. Euh, donc une boucle for, c'est un objet informatique qui va permettre d'itérer dans une variable. Alors on ne peut pas itérer dans toutes les variables, effectivement. On va pouvoir itérer dans les strings, les listes, les tuples et les dictionnaires. En tout cas pour les variables qu'on connaît pour l'instant, il n'y a que là-dedans qu'on va pouvoir itérer. On ne peut pas itérer par exemple dans un integer. D'accord, donc là vous avez un exemple de boucle. Comment c'est structuré de manière générale. Donc si j'ai une liste, mettons 1, 2, 3, 4, et que je veux aller chercher chacun des éléments, mais un par un. Je vais écrire for, donc pour, euh, ça c'est ce qui va initier la boucle for élément in, donc, euh, donc in la liste, hein. Donc là c'est les éléments de la liste L que je viens de créer juste au-dessus, que je vais aller chercher, un par un, et deux points. Donc c'est toujours structuré de la même manière, vous avez toujours une boucle for qui commence par for, ensuite il faut le nom de la variable locale, on peut l'appeler comme on veut. Là je peux l'appeler var, je peux l'appeler élément, je peux l'appeler ce que je veux. In, il y aura toujours in. Et ensuite, le nom de la variable dans laquelle on veut aller itérer, dans laquelle on veut aller chercher chacun des éléments. Alors attention ici, var c'est une variable locale, à l'inverse de L, qui est une variable globale, c'est-à-dire que L concerne l'ensemble du notebook, alors que var ici est une variable qui va changer au cours de la boucle et qui ne concerne du coup en fait que la boucle. Alors là, il y a une chose qui est importante à remarquer, ce que j'expliquais tout à l'heure dans la correction des exercices, c'est que une fois qu'on arrive aux deux points ici, qu'on va à la ligne, il y a une indentation qui se fait de manière automatique. Alors en fait, pour la petite histoire, cette indentation, elle est là parce que traditionnellement, dans les codes, en R par exemple c'est le cas, dans plein d'autres langages, vous avez ça. Quand on écrivait quand on voulait écrire une structure de code, on pouvait écrire une boucle for. Ensuite, on commençait, on ouvrait une accolade et il fallait terminer le, la boucle en fermant l'accolade. Ce qui fait qu'on pouvait tout écrire sur la même ligne, sur la même ligne horizontale, hein, mais il fallait des accolades. Mais ce qui fait que si on imbriquait plusieurs boucles, il fallait plusieurs accolades. Enfin, bon, c'est pas très lisible. La boucle for sous Python, en fait, crée un décalage. Ce qui fait que si j'imbrique une autre boucle for ici, euh, je vais avoir un décalage. C'est-à-dire que si je fais var2 là, et var1 ici, j'ai un deuxième décalage. Donc en fait, on peut très vite savoir dans quelle boucle on est en fonction de où se place le curseur en fait. Bon, on va voir l'imbrication des boucles après. Donc je reprends. Une boucle for commence par for. Ensuite, on a le nom de la variable locale, in, la variable dans laquelle on cherche à itérer, deux points à la ligne alinéa. Et ensuite, là, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire des calculs, on peut imprimer la variable, alors, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, je vais prendre le cas d'une boucle très simple. Je vais aller imprimer afficher chacun des éléments de la liste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la première étape de la boucle, var1 va prendre la première valeur de la liste, donc 1. Donc, première étape, var1 vaut 1. Qu'est-ce que je fais? Je l'affiche, donc il va m'afficher le premier élément de la liste, il va m'afficher 1. Une fois qu'il aura fini l'instruction qui est comprise dans la boucle, il va passer au deuxième élément, il revient au début. Là, var1 va prendre le deuxième élément de la liste, va prendre comme valeur le deuxième élément de la liste, donc 2. Donc là, pareil, il va passer à son instruction, il va m'afficher 2, etc., etc. Ensuite, il va m'afficher 3, puis 4. D'accord? Donc là, c'est effectivement ce qui se passe. Une fois que il a terminé, il s'arrête de tourner. Ok, donc on peut itérer dans une liste
comme on vient de le voir. Là, c'est pareil, c'est un exemple d'itération dans une liste. Donc là, en fait, c'est exactement la même boucle avec une liste qui contient en fait d'autres éléments. On peut aller itérer dans une chaîne de caractères. Donc là, c'est pareil, c'est la même boucle, sauf que au lieu d'itérer dans une liste, on itère dans une chaîne de caractères. Donc là, on lui demande d'afficher chacune des lettres de cette chaîne de caractères. On peut, donc, comme je l'évoquais aussi dans la correction des exercices tout à l'heure, on peut utiliser, et c'est ce qu'on fera très souvent, c'est une fonction qui est extrêmement pratique sous Python, c'est la fonction range. Donc la fonction range, comment ça marche? Comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une fonction qui prend 3 paramètres. Un premier paramètre, donc le start, le point de départ. Un deuxième paramètre qui sera le point d'arrivée, moins 1. Et le pas, donc en fait, le pas avec lequel on avance dans cet intervalle, entre start et end. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que start et end sont des entiers. On part donc, ici de start qui vaut 0. On va jusqu'à end moins 1, donc 7 moins 1, donc 6, avec un pas de 1. Donc ça veut dire que je vais de 0 à 6, de 1 en 1. Voilà. Si j'avais mis un pas de 2, j'irais de 2 en 2, etc. etc. Par défaut, le pas vaut 1. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le pas si vous voulez que range aille de start à n-1 avec un pas de 1. Ça peut être pratique, on l'a utilisé dans la correction de l'exercice pour se limiter dans un intervalle de paire ou d'impair. Voilà, ça peut être pratique pour plein d'autres choses, vous verrez, on aura plein de cas pratiques qui utilisent cette fonction. Donc ça c'est pareil, c'est une fonction qui est built-in, qui est pré-intégrée dans Python. Voilà, donc là on arrive à l'imbrication de deux boucles. L'imbrication de deux boucles, vous pouvez la voir comme les chapitres d'un livre, les chapitres et les sous-chapitres d'un livre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un premier chapitre qui va être décomposé en sous-chapitre A, puis un sous-chapitre B, puis un sous-chapitre C. D'accord? Vous allez ensuite avoir un deuxième chapitre avec pareil A, B, C, etc. etc. D'accord? Donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant 3 temps, je vais rester sur le chapitre 1 avec les sous-chapitres A, B, C. La structure des sous-chapitres sera toujours la même d'un chapitre à l'autre. Ok? Donc si je veux faire la même chose sous Python, après vous pouvez manipuler un peu cette idée comme vous le souhaitez. Je vais donc créer par exemple une liste de chapitres, ok, qui va aller de 1 à 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais créer une liste de sous-chapitres. Et donc là, je vais mettre A, donc c'est les chaînes de caractères, il faut que je les mette entre guillemets, hein, A, B et C. D'accord? Donc ici, déjà vous remarquez que je ne suis pas nécessairement sur le même nombre d'éléments dans une liste et dans l'autre. Hein. Ça pose absolument aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que moi je veux 4 chapitres avec à chaque fois 3 sous-chapitres. A, B, C. Donc je vais faire for chap in L chapitre. D'accord? Donc là, c'est-à-dire que je vais aller chercher un par un les numéros qu'il y a dans L chapitre, donc 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et là, je vais rentrer dans la deuxième boucle. Donc je vais prendre L sous chap. D'accord? Pardon. For sous chap in L sous chap. Donc là, vous voyez, j'utilise des noms de variables locales qui sont explicites. J'aurais pu les appeler I et L, ou K et M, ou enfin, ce qu'on veut. Mais là, c'est explicite, c'est-à-dire que je sais tout de suite à quoi ça fait référence. D'accord? Et je vais demander à imprimer, à afficher d'abord le chap, et ensuite le sous-chap. Et donc là, il va m'afficher un A, un B, un C. D'accord? Ce qui se passe, c'est que la première étape de cette boucle-là, chap prend la valeur 1. Ok. Là, je rentre dans la deuxième boucle. Donc, sous-chap va prendre la première valeur de L sous-chap, donc la valeur A. Et je lui demande ensuite une instruction. Je lui dis
d'afficher chape et sous-chape. Donc il va afficher la valeur de chape qui est 1 à ce stade-là du code, puis la valeur de sous-chape qui est A, et ensuite il va revenir à ce niveau-là. Tant qu'il n'a pas fini cette boucle interne, il ne revient pas à celle-là. Donc ça veut dire que chape vaut toujours 1 ici, et que je vais chercher la deuxième valeur de L sous chape, c'est-à-dire B. Et donc il va m'afficher 1, valeur de chape, qui est toujours 1, puis sous chape. Ensuite, il revient dans cette boucle-là, il va chercher la dernière valeur de sous-chape, donc C, donc là il va m'afficher 1, C, et une fois qu'il aura parcouru l'ensemble de la liste L sous-chape, là il va revenir au début ici. Et là il va aller chercher la deuxième valeur de L chapitre. Et là il recommence, il passe ici, il refait la boucle. Donc en fait, ça vous donne ça. Là, vous voyez, à chaque fois, en fait, garde plusieurs fois la même valeur pour L chapitre, parce que pendant ce temps-là, en fait, il fait tourner une boucle en interne où il va chercher A, B, C à chaque fois, etc. etc. Voilà, donc l'imbrication de boucles, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça permet de bidouiller, de faire pas mal de choses. On peut retrouver énormément de fonctions rien qu'en utilisant les variables qu'on connaît déjà jusqu'à maintenant et les boucles for, rien qu'en imbriquant des boucles. Voilà. Après, c'est aussi une structuration de code qui peut être dangereuse parce qu'on peut vite s'y perdre, on peut vite faire des erreurs. Donc c'est bien, mais il faut pas trop en abuser. Parce que, voilà, comme on l'a vu juste avant, en fait, ça démultiplie le code à chaque sous-boucle. Voilà, donc mais c'est important de savoir que ça existe et puis vous serez amené à en manipuler quelques-unes. Alors après, à partir de 3 sous-boucles, enfin 3 boucles imbriquées les unes dans les autres, ça commence à devenir franchement compliqué. Justement, si jamais un code est long, trop long, voilà, bon, ça, en fait, en réalité, break, c'est quelque chose qu'on utilisera principalement euh, pour les codes à structure conditionnelle, ce qu'on va voir en fait juste après. Break, ça permet d'arrêter une boucle. Ça permet, même plus précisément, ça permet d'arrêter la dernière boucle en cours. D'accord? Donc si c'est pour savoir, par exemple, si telle condition est respectée, alors il faut arrêter le code. Par exemple, si j'ai atteint tel niveau je sais pas quoi, si telle variable, on fait des calculs dans une boucle, si telle variable atteint telle valeur, bah hop, on arrête tout. Euh, Voilà, bon après c'est comme tout ce cours, hein, retenez que ça existe, le retenez pas par cœur, tout ce qu'on raconte, hein, bien sûr. L'idée c'est que vous sachiez que ça existe et que vous puissiez revenir dans le cours quand vous en avez besoin. Alors s'il y a une commande qui permet de stopper une boucle, il y en a une qui permet de la continuer. Voilà, si jamais telle condition est respectée, bah là d'ailleurs, ça c'est une condition, hein, if. Et si telle condition est respectée, alors on peut se permettre de continuer le code. En réalité, ça c'est beaucoup moins utile que le break. En pratique, en tout cas, de ce que moi de ce que j'ai pu rencontrer. Ok. Voilà, bon, donc là on est sur typiquement de la structure conditionnelle. Oui, on peut passer. Voilà, si une condition n'est pas respectée, on peut passer à la suite. Bon, ça pareil. C'est pas, euh, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus, en tout cas dans ce que nous on fait. Alors voilà, deux petits exercices. Euh, le premier, donc c'est un exercice sur un compteur. Ça, c'est quelque chose qui peut être très utile. Alors pas, on va réutiliser un compteur dans un cas précis ici, mais euh, généralement on va aimer utiliser des compteurs, enfin plutôt aussi on va utiliser des compteurs dans le cadre de codes qui durent, qui sont très longs, qui peuvent itérer dans des boucles extrêmement longues, de plusieurs milliers, dizaines de milliers de calculs, quoi. Du coup, on va utiliser un compteur pour s'assurer, et même on va imprimer le compteur régulièrement pour s'assurer que le code est bien en train de tourner, bien en train d'avancer. Alors à quoi ça ressemble un compteur? Bah, ça ressemble à ce qu'on va faire dans cet exercice. Donc écrire une boucle permettant de créer un compteur, ça se fait en plusieurs étapes. Donc première étape de la boucle, on va initialiser le compteur. Donc c égale 0. D'accord? Et c'est ça qui va jouer comme compteur.
Euh, Ensuite, donc on écrit une boucle. Donc on commence par for. Une boucle allant de 1 à 10. On va déjà commencer par ça. Donc for un élément. Là, en l'occurrence, C va prendre des valeurs d'entier, d'integer. Donc je vais mettre i. For i in. Donc de 1 à 10, vous vous souvenez, on va utiliser la fonction range. Donc là, cette fois-ci, je pars pas de 0, je pars de 1. Jusqu'à 10, donc n-1, donc 11, avec un pas de 1. Donc j'ai pas besoin de préciser le pas, comme il est par défaut défini à 1. Et ensuite, dans cette boucle, il faut que C augmente de 1 à chaque itération. C'est-à-dire qu'à chaque passage dans la boucle, j'ajoute 1 à C. Et bien ça s'écrit comme ça. Voilà. Il suffit en fait de prendre C, de lui ajouter son ancienne valeur, plus 1. D'accord? Donc cela, ça veut dire que première étape de la boucle, I vaut... Enfin, en gros, la I, on ne l'utilise pas dans la boucle. Hein. Vous l'aurez remarqué, c'est pas grave. Mais par contre, ça nous assure qu'on va faire 10 fois la répétition de la même chose. Quand, du coup, enfin, à la première étape, I vaut 1. C vaut 0. Et je lui ajoute donc 1. Donc je lui attribue la valeur de 0 plus 1. Donc C, cette fois-ci, il vaut 1. D'accord? Donc première étape de la boucle. À la fin de la première étape de la boucle, C vaut 1. Ok? On passe à la deuxième étape de la boucle. Donc I vaut 2. C, je lui rajoute 1. Donc C valait 1 à ce moment-là. Là, je lui réajoute 1. Donc il vaut 2, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, si je print C, il vaudra 10. Ok? Bon. Donc en cas pratique, comme je vous le disais, on peut utiliser ce compteur pour s'assurer qu'un code évolue comme on souhaite, s'assurer qu'un code évolue tout court même d'ailleurs. Voilà, alors après on peut aussi utiliser cette structure, ce code pour compter le nombre d'un élément d'une liste ou d'une chaîne de caractères ou autre, etc. On va voir ça tout de suite justement, on utilise le compteur, écrire une boucle qui permet de compter le nombre de n dans un mot. On va prendre comme exemple anaconda. Donc j'initie mon code en créant une variable qui prendra comme valeur la chaîne de caractères anaconda. Et ensuite, j'initie mon compteur C égale à 0. Donc, je vais reprendre C d'ailleurs. C égale 0. strg pour string égale anaconda. Très bien. Et ensuite, donc il faut que là j'aille compter le nombre de n qu'il y a dans cette fonction. Donc là en fait on va utiliser une condition qu'on va voir tout de suite après. Donc for lettre in strg. Ok, donc là ce que je fais c'est que je vais aller chercher chacune des lettres de rstrg, donc de anaconda. Donc là vous voyez la variable locale, je l'appelle lettre. Encore une fois, je lui donne un nom explicite, pas trop long non plus, facilement réutilisable, mais en même temps facilement identifiable. J'arrive à la ligne, donc là pareil, hein, j'ai un alinéa qui se forme. Ok, et c'est là que je vais utiliser une condition. Donc là, encore une fois, je vais chercher chacune des lettres, une par une, de anaconda. Moi, ce que je veux, c'est compter les n. Donc je vais mettre si la lettre est un n. Ok, là, on utilise l'opérateur logique de l'égalité stricte. Si la lettre est exactement un n, alors dans ce cas-là, je vais la compter. Donc je vais augmenter mon compteur de 1. Et je fais comme en fait comme on avait fait juste au-dessus, c'est-à-dire que je prends l'ancienne valeur de C. Donc C c'est mon nombre de n. Hein. Au début j'en ai 0. À chaque fois que j'en rencontre un, j'ajoute 1 à C. Ok, et enfin on peut terminer C. J'ai effectivement 2 n dans Anaconda. Alors ça paraît pas comme ça, mais ça peut aller très très vite pour une
une immense chaîne de caractères. Voilà, et alors pour la petite histoire, en fait, là on a recodé une fonction qui existe déjà sous Python, qui est la fonction .count. En fait, la fonction .count, c'est absolument pas impossible qu'elle soit codée exactement comme ça dans le code source. Voilà, donc comme quoi c'est pas, y a des fonctions parfois qu'on utilise qui sont pas si compliquées que ça à redéfinir. Voilà, donc ensuite on a la boucle while. La boucle while, c'est une boucle qui est un peu dangereuse, entre guillemets, dans le sens où ça peut être des boucles infinies. Donc c'est des boucles qui partent d'une condition, tant que cette condition, donc while, hein, tant que cette condition n'est pas remplie, alors on continue de faire un calcul. Donc vous imaginez bien que si jamais vous vous plantez dans la définition que, enfin dans la condition que vous mettez au début, potentiellement vous pouvez avoir une boucle qui tourne à l'infini. Si vous n'avez pas des ordi très performants, ça peut vite saturer votre RAM, donc c'est pas très bon. Donc il faut faire attention à ce type de boucle, ça peut être très utile dans certains cas. Il faut savoir que ça existe. À minima, il faut savoir que ça existe. Si jamais vous tombez dessus, comme ça, vous connaissez. Mais voilà, nous, on recommande pas tellement cette utilisation dans ce courant. Enfin, l'utilisation de ces boucles dans ce courant. Donc là, qu'est-ce que fait ce code-là? Donc en fait, c'est un compteur aussi, hein, mais qui du coup écrit avec une boucle while. Donc là, on initialise un compteur à 0. Ok. Et là, on met comme condition tant que le compteur est inférieur à 9, alors il se passe ça. Donc print le comptage est count, donc la valeur en cours de count. Et là, ce qu'on fait, bah, c'est comme au-dessus, hein, on ajoute 1 à chaque étape de la boucle à count. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, count vaut 0 à la première étape de la boucle while. Donc j'affiche le comptage est 0. C'est bien ce qu'on a là. Une fois que j'ai affiché que le compteur était à 0, je rajoute 1 à count. Et là, je reviens au début. Là, je regarde la condition. Est-ce que count est toujours inférieur à 9? Oui, parce que là, à cette étape-là, count vaut 1. Donc, je peux re-rentrer dans la boucle. J'imprime le comptage est à 1 cette fois-ci, puisque count a augmenté de 1. D'accord. Et je rajoute 1 à count, donc il vaut 2. Donc là, il est toujours inférieur à 9, etc. etc. Ok. Donc, voilà, donc là, ce que je disais, les boucles while peuvent facilement donner lieu à des boucles infinies. Donc là, c'est le cas. On vous a pris un exemple. Là, vous pouvez faire tourner ce code-là parce qu'on a mis un break exprès pour que ça stoppe la cellule de code, quoi. Mais si vous enlevez cette condition-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le count sera toujours supérieur à 0, puisqu'on le fait démarrer à 1, donc il est de fait supérieur à 0, et on lui ajoute 1 à chaque fois. Donc en fait, il repassera jamais en dessous de 0. D'accord? Donc c'est dans ce type de cas-là que vous pouvez avoir des boucles qui finissent jamais. Donc voilà pour les boucles.